la chose, moi, qui me frappe, c'est qu'on a tous la date que ça a commencé en tête. Le 13 mars 2020, le début de l'état d'urgence sanitaire. C'est, tu sais, la date que la pandémie a commencé, là, c'est clair. C'est arrivé quasiment du jour au lendemain. Mais quand est-ce que c'est fini? Ça, c'est une bonne Tu sais, question. Hein? pour bien des gens, c'est toujours pas fini. Il y en a d'autres qui disent, bon, ben, c'était le 1er juin 2022, la fin de l'état d'urgence. Pour d'autres gens, c'était la fin du confinement. Mais il y a comme pas eu de moment où on s'est dit, OK, là, même si la COVID fait maintenant partie de notre vie, la pandémie est finie. Il n'y a pas eu ce moment-là. Ben, Et Farnell, puis, ça fait, j'ajouterais même que ça a recommencé une couple de fois. Fait que c'est pour ça aussi que c'est mêlant dans notre tête. Tu sais, il y a eu des moments où, Ben oui. OK, c'est fini, on passe à autre chose, mais on est reparti dans le confinement, etc. ouais, c'est ça. Alors, genre, il n'y a pas eu de moment de fin, mais je pense encore plus grave que ça, il n'y a pas eu d'espèce de post-mortem. Il n'y a pas eu, je veux dire, officiellement, le gouvernement a émis un rapport sur l'état d'urgence sanitaire, mais c'est un petit rapport qui fait 30 pages, qui est essentiellement juste une chronologie. Qu'est-ce qu'on a appris de ça et qu'est-ce qu'on peut donner comme legs à l'avenir aux générations futures qui vont avoir leur propre crise eux aussi? Ça m'étonne ce que tu me dis, Farnell, parce que c'est une situation qui était hors norme, qu'on n'avait pas vécue depuis la grippe espagnole du début des années 1900. Et en ne laissant pas ce leg-là théorique, ben, j'ai peur qu'on prenne plein de décisions à l'improviste si jamais une situation comme ça allait se reproduire. J'ai l'impression aussi, puis je pense que c'est là que ça deviendrait intéressant, comme legs justement aux générations futures. Ça, Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Leur faire une espèce un document ou une cap, je sais pas, mais juste dire, voici comment nous, on a vécu notre situation exceptionnelle. On l'a pas fait parfaitement, on a fait le mieux qu'on a pu. Puis là, le but, c'est pas de se lancer dans une chasse aux sorcières. Le but, c'est pas de faire le gérant d'estrade à dire, ben, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. On s'entend, là, c'était une situation chaotique, surtout au début, quand on ne savait pas ce qui se passait. Mais euh, puis quelle forme ça pourrait prendre, je sais pas. Ça pourrait être une espèce de grosse commission publique comme on a eu sur les accommodements raisonnables, par exemple, où tout le monde peut s'exprimer. Mais quelque chose qui ferait en sorte que on puisse, en tant que société, apprendre de de nos expériences et puis, on l'espère, faire mieux à l'avenir parce qu'il va en avoir d'autres, des crises, que ce soit des pandémies ou autre chose. Et puis, nos expériences actuelles, ça serait dommage qu'on les perde autant. qu'est-ce qui serait top de ta liste de choses, là? Tu sais, la liste des choses, marche à suivre ou nos conseils pour une future génération si jamais il y avait encore une fois pandémie mondiale? La chose qui me saute aux yeux à moi, c'est vraiment l'importance de ne pas politiser la science. Puis OK. qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que c'est un mot, c'est un terme qui a été lancé souvent. Il faut comprendre, la science, c'est un processus qui décrit la réalité. C'est pas un processus qui prend des décisions. La science nous vient à dire, bon, ben, si on fait telle ou telle décision, voici, ça va être quoi les résultats, les conséquences de cette décision-là. Mais ça nous dit pas laquelle des décisions on devrait prendre. Ça, c'est le domaine de la politique. Puis ça doit être assumé en tant que tel. J'ai souvent eu l'impression pendant la pandémie que la classe politique se cachait un peu derrière la science en disant, ben, on écoute la science, on suit la science, on fait ce que la science nous dit de faire. Mais c'est pas ça que la science fait. La science est pas là pour nous dire quoi faire. Elle est là pour nous dire ça va être quoi le résultat de nos choix, qui sont des choix politiques et qui doivent vraiment être assumés en tant que choix politique à l'avenir, je pense. Ben justement, par rapport à ça, un des choix politiques qui a été très critiqué, puis là on disait que c'est avec la science que ça allait, le couvre-feu au Québec, puis même ça, je trouve, on avait comme même pas tant de science que ça finalement, mais c'est un peu ça quand tu dis qu'il y a quand même une ligne à tracer politique-science, l'exemple du couvre-feu? Ben, l'exemple du couvre-feu, je pense, serait intéressant aussi parce qu'il y a eu très peu de documentation scientifique là-dessus. On ne sait pas c'était quoi les avis scientifiques qui ont mené à cette décision-là. Ça serait peut-être une autre chose à faire dans l'espèce de post-mortem, prendre des notes un peu plus claires pour qu'on puisse savoir ce qui s'est fait à l'avenir. Mais, par exemple, disons là, qu'il y a dans une branche de la science, l'épidémiologie, qui est une branche scientifique, qui est capable de nous dire, bon, ben, si on confine les gens et si on ne leur permet pas de sortir après un certaine heure, on va diminuer la transmission. Ben, ça, si on prend une décision, voici le résultat. Mais Mhm. pendant ce temps-là, il y a d'autres domaines de la science, la sociologie, par exemple, qui va nous dire que, OK, ben, si on fait des mesures de couvre-feu obligatoires, il va y avoir une réaction négative du public, ça va affecter la santé mentale des gens, ça va affecter plein d'autres éléments. C'est là que la science n'est pas capable de nous dire lequel des choix est le bon. Ça, c'est politique. Et puis, le fait qu'on ait brouillé un peu la ligne entre les deux, que les politiciens aient dit, bon, ben, c'est un choix que la science nous impose, je pense que ça a mené à beaucoup de gens à se tourner contre les représentants scientifiques
pour des décisions politiques qui devaient plutôt revenir à la responsabilité des politiciens eux-mêmes. Et puis je pense que là-dessus, on peut respecter l'intelligence des gens. Je pense que si on traite les gens comme des adultes, ils sont capables de comprendre que des fois, en politique, il faut faire des choix qui ne seront pas populaires, surtout dans des États, dans des situations de crise. Ben, ça permettrait après ça à éviter une espèce d'hostilité qui s'est développée contre les représentants scientifiques pour des décisions politiques qui leur ont été, je pense, injustement attribuées. J'aime ça ce que tu dis parce que dans le fond, j'arrive, puis là, on va garder l'exemple du couvre-feu, mais j'arriverai avec ma décision du couvre-feu, puis je dirais, ben, regardez, le couvre-feu a été pris comme décision parce que ça va permettre de restreindre X pourcentage de transmission de COVID, ça va permettre de diminuer X pourcentage de risque de mortalité, etc., etc. En contrepartie, on a conscience que c'est ça les impacts sociologiques, mais on prend quand même la décision de l'imposer parce que pour nous, ce qui prime, c'est, exemple, moins de mortalité. Ben, je suis pile d'accord avec toi. Puis je pense que la clé dans ce que tu dis, c'est la phrase « on prend la décision que Mm-hmm. ». Parce que ça, c'est le rôle de nos élus de prendre des décisions. Et puis, en tout cas, moi, j'ai l'impression que peut-être que ça n'a pas toujours été clair. Puis peut-être que les représentants scientifiques l'ont pas rendu assez clair non plus. Mais cette distinction-là, que ce qu'on fait, c'est des choix politiques en pesant le pour et le contre, souvent avec une information qui est incomplète, c'est quelque chose qui devrait être mis de l'avant beaucoup plus à l'avenir pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Et les gens ont le droit de comprendre, même dans l'incertitude. Je vais faire un Fernel Morissette de moi-même et vulgariser. Là, ce qu'on est en train de dire, puis corrige-moi si je me trompe, c'est que les politiciens mettent leurs pantalons de politiciens et prennent les décisions, que ces décisions-là soient difficiles ou faciles, et pas utiliser la science comme bouclier, utiliser la science comme source d'information pour éventuellement prendre ces décisions-là. C'est à peu près ça? Ouais, c'est à peu près ça. Je veux dire, je veux pas dire que les politiciens peut-être manquaient de il faudrait qu'ils mettent leur culotte. Peut-être, je dirais, c'est plus une question de confiance en les gens. Là. Je veux dire qu'il manquait de courage, ça aussi, c'est une décision politique qui, ultimement, revient aux électeurs pour décider après. Là. Mais moi, j'aime ce que tu amènes, Farnell, parce que je me remets dans mes pantalons quand j'étais gestionnaire. Puis, c'est beaucoup de la gestion de changement puis de la transparence. Et c'est de ça que tu nous parles ce matin. Tu nous parles de la transparence. Tu dirais, écoutez, guys, on vit un changement majeur de nos habitudes de vie, mais voici pourquoi c'est nécessaire d'être transparent avec les gens. Ça enlèverait justement toute cette hostilité-là puis tout ce côté-là de si tu vrai, si tu pas vrai, la science, as-tu raison. Je me trompe-tu en affirmant ça? Je pense que je suis totalement d'accord. Puis je pense surtout au début, on avait vraiment l'impression que le gouvernement parlait avec une certitude absolue. T'sais, il disait la science nous dit ça, donc c'est ça qui est vrai. Il n'y a pas d'incertitude. Et ce qui a fait qu'avec le temps, quand l'information a changé, ce qui est totalement normal, c'est parfaitement normal qu'en étudiant un phénomène, on vienne à une compréhension qui est plus développée, différente. Les résultats ou les décisions changent en conséquence. Au début de la pandémie, on ne recommandait pas le port de masque. On s'en souvient, là. Et puis, avec le temps, on a étudié un peu plus ce qui se passait et on a révisé la consigne. Mais le fait qu'on a présenté au début comme une certitude que le masque n'était pas nécessaire pour l'énorme majorité des gens, ça a certainement contribué à une grosse réticence plus tard à imposer le masque. Alors, si on avait dit, écoutez, présentement, au meilleur de nos connaissances, on ne pense pas que c'est nécessaire de demander à tout le monde de porter un masque. Et plus tard, on se révise et on dit, écoute, on a mieux étudié la situation, on a réalisé qu'on avait peut-être tort dans notre décision initiale, alors on se révise. Un appel à l'intelligence des gens de cette façon-là aurait certainement fait beaucoup plus créer une plus grande confiance, je pense, dans les décisions qui ont été prises par la suite. Puis, ça aurait certainement été plus facile pour le reste des choses. Farnell, en terminant, on fait l'exercice ce matin de ce qu'on léguerait aux prochaines générations si jamais eux avaient à faire face à une pandémie comme nous, on a vécu. Est-ce que nous, on a appris de la grippe espagnole début des années 1900? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était légué aux prochaines générations? Comment faire face à ça? J'ai cherché. Il y a vraiment très peu d'études sociologiques qui sont ressorties de la gestion de la grippe espagnole. Ce qui est quand même intéressant parce que, anecdotiquement, on ressort quand même beaucoup des mêmes pressions et des mêmes difficultés qu'on a eues avec la pandémie de la COVID-19. Il y avait plein de gens qui refusaient de porter le masque. Il y avait des gens qui refusaient les consignes d'isolement ou de confinement pour sensiblement les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Il y avait même beaucoup des mêmes théories de complot un peu plus farfelues qui ressortaient pendant la grippe espagnole aussi. À avoir appris de ça, on aurait peut-être pu mieux anticiper et peut-être mieux gérer la situation aussi. Alors faisons-le à l'avenir.